Place nette à Monsieur le vice-président de la République du Cameroun. Qui est-il? Qui peut-il être? Que fait-il? Quel est son mandat? Pourquoi un vice-président de la République au Cameroun maintenant? Et pour quelles conséquences? En revisitation sur le plateau spécial de PRC-TV, toutes les questions fondamentales, les 5 W plus 1, qui permettent de mieux cerner une information. Vous le savez, madame, monsieur, illustres téléspectateurs, l'événement au Cameroun depuis le week-end Pascal 2026, c'est l'instauration du poste de vice-président dans la Constitution révisée de la République. À la majorité absolue, le Parlement camerounais réuni en congrès à la demande du président de la République a adopté le projet de loi modifiant et complétant certaines dispositions de la Constitution. En l'occurrence, la loi numéro 96/06 du 18 janvier 1996 portant révision de la Constitution du 2 juin 1972, modifiée et complétée par la loi numéro 2008/001 du 14 avril 2008. Ainsi a été actée l'instauration, l'institution du poste de vice-président de la République au Cameroun. Bonjour, bonsoir Ebenezer, avec nous sur ce plateau spécial pour décrypter cette actualité brûlante, des invités de choix dont les visages vous sont connus. You have the floor. Thank you. Thank you very much, Jean Tangna. Ladies and gentlemen, welcome to this April's version of Nation on Stage on PRC Television, broadcasting from Unity Palace here at the nation's capital. We just had an epoch-making weekend, the likes that comes once in a lifetime. It was the reintroduction of the position of Vice President in Cameroon. To take us through the 1.5-hour program, we have Professor Magloire Ondoa on my right. He is an academic and administrator, professor of public law and political science, and an expert in constitutional law. In 2019, you were appointed rector of the University of Douala, where you are still serving. Welcome to the program. Thank you. Yeah, we also have another regular, is Professor Jean Njoya. He's expert in political science at the University of Yaoundé 2 at SOA, where he is also known for his work in constitutional law, minority rights, and political legal issues. He is also vice rector in the University of Yaoundé 1 in charge of teaching, professionalization, and ICT development. Welcome, sir. Yes, thanks for receiving me in this evening. Yes, we need to apologize to our viewers because the two Anglophones or English-speaking panelists were supposed to be here with us, couldn't make it. We apologize for that. Jean. Messieurs, chers invités, si vous en avez convenance, je suggère que l'on évolue en 2 mouvements. 1, comprendre le texte et le contexte de la révision constitutionnelle qui vient d'être adoptée par le Parlement. 2, tirer toutes les conséquences qui en découlent en termes de perspective. Avant que d'en arriver là, je voudrais requérir après diffusion votre appréciation sur cet engagement majeur du président de la République, engagement sur l'urgence d'une réforme institutionnelle au Cameroun. Palais de Verre, Paul Biya, Anguaïkele, 6 novembre 2025, le président Paul Biya, dans un extrait de discours de prestation de serment sélectionné par notre réalisation. Mes chers compatriotes, mesdames et messieurs, soucieux d'apporter des réponses appropriées aux préoccupations des populations, nous veillerons au cours de ce septennat à accélérer la réalisation des projets en cours dans différents secteurs stratégiques tels que l'énergie, l'hydraulique, les infrastructures routières et la santé publique. Il va sans dire que les efforts engagés dans la lutte contre la corruption seront intensifiés. Nous devrons également soumettre au Parlement certaines réformes permettant un fonctionnement plus efficient de l'État.
Grâce à une adaptation de nos institutions aux exigences de notre environnement. Professeur Jean Njoya, votre réaction après cet extrait du chef de l'État que nous venons de réécouter? Donc, dans la nomenclature des annonces faites par le chef de l'État, j'ai la conviction que c'est l'annonce la plus forte dans la mesure où il touche le texte fondamental qui est la Constitution. Et dans cette perspective, je crois que le chef de l'État a prêté une oreille attentive à certaines suspicions et certaines récriminations, bien entendu attendues dans un contexte de démocratie. Alors, ce qu'on peut retenir, c'est qu'il y a des réformes à soumettre au Parlement, mais ces réformes doivent être adaptées aux exigences de notre environnement national. Cela suppose que le problème devrait être abordé avec une certaine singularité camerounaise. Alors, en quoi consiste cette singularité camerounaise, professeur? Il l'a défini lui-même. Il a parlé de la corruption, il a parlé de problèmes économiques, ainsi de suite. Donc, en fait, c'est un monsieur qui recherche les solutions aux problèmes. Il cherche les solutions aux problèmes et il analyse la situation avant d'aboutir à des propositions. Voilà à peu près ce que je comprends de son propos. Il dit également fonctionnement plus efficient des institutions. Oui. Il dit fonctionnement plus efficient parce qu'il a constaté un certain nombre de problèmes et de problèmes camerounais, des problèmes locaux. Il a donc décidé, et c'est une solution qu'il a proposée, il va changer ou modifier l'évolution de la Constitution. On va voir en quoi ça permet de rectifier le fonctionnement de l'État. Ebenezer Motale. Yes, thank you very much, Jean Tangna. We'll just have to continue now, probably a report on what actually happened at the National Assembly, where we had a Congress, a joint conference that was covered by our colleague, Amin Keng Edward. What actually happened there? How was the bill tackled? The March ordinary session, the first for the 2026 legislative year, has pulled the curtains after a month-long intense activities with very constructive conversation and debate on some critical issues that touch on the lives and livelihood of the Cameroonian people and on the history of the country. Arguments and counter-arguments, accusations and counter-accusations, celebrations and disappointment characterized the session that showcased the democratic nature par excellence of Cameroon's multi-party bicameral parliament. The 2026 March ordinary session will be remembered for a very long time by Cameroonians for having proven beyond every stretch of doubt that on question of national concern, the interest of the nation is placed above all other considerations, and that change is permanent even when it is least expected. And there was change in Parliament beyond all expectations at the helm of the National Assembly and the Senate as Honorable Ndatua Theodore replaced the household name Honorable Kavayega Jibril as Speaker of the lower house of Parliament, and Abubakari Abdullahi as the President of the Senate in replacement of a patriarch, Nyat Njifenji Marcel. The session will be remembered for a very long time as a historic session for amending some key sections of the country's electoral code and the constitution, notably
Bill number 2092 relating to the extension of the term of office of members of the National Assembly from the 31st of March to December 20, 2026, and Bill number 2093 to amend some provisions of Law number 20112 of April 2012 relating to the Electoral Code, authorizing the President of the Republic to extend or abridge the term of office of municipal councillors after consultation with the government and the Bureau of the Senate without being limited by time constraints. Bill number 2095 to lay down the organization and functioning of the Constitutional Council was also scrutinized during the March session to amend sections 38 and 39 of laws number 2004 of April 21, 2004, and aligns with the creation of the post of a Vice President of the Republic. The last but not the least is Bill number 2094 to amend certain provisions of the Constitution to institute the post of Vice President of the Republic in Cameroon that sparked off heated debate during the plenary of the two houses of Parliament meeting in Congress. According to the bill, the Vice President will be appointed by the President of the Republic. Two things stand out abundantly clear of the March ordinary session. One, the very democratic character of Cameroon's multi-party bicameral parliament that provides a free space for constructive political debate, respectful legality, and the choice of the sovereign Cameroonian people expressed through their representatives. And two, President Paul Biya's unreserved commitment to stay on the right side of history, enhancing efficiency at the summit of the state and adapting the institutions to the exigencies of the environment. Well, Jean Tangna, we have this discussion, this conversation here on three stages, three segments. We would have, first of all, the context within which all of this was happening. Then we'll have some explanations on the text. And then lastly, we'll look at the perspectives. Alors, je voudrais m'adresser au professeur Magloire Onloa. C'est acté, on vient de le suivre dans ce reportage d'Amin Ken-Edouard. Le Parlement a adopté la réforme constitutionnelle proposée. Je voudrais savoir quel changement apporte dans l'édifice constitutionnel camerounais l'avènement du poste de vice-président de la République. C'est un poste qui a existé par le passé. Est-ce que ce n'est pas un retour en arrière? Ce n'est pas un retour en arrière, c'est une adaptation à la situation du moment. Et bien sûr, comme vous l'avez remarqué, le Cameroun n'est pas le seul pays à avoir choisi la vice-présidence. La vice-présidence existe même aux États-Unis. Mais là-bas, c'est un ticket qui se présente devant les électeurs. Oui, c'est vrai. The same as in Nigeria. Par exemple. Mais le problème ici, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque État doit avoir une constitution qui correspond à son contexte. Ce n'est pas parce que c'est ailleurs que nous avons choisi de cela. Quand je dis nous, c'est vrai que c'est nous. Ce n'est pas seulement le chef de l'État, mais ce sont les représentants des populations. C'est les représentants du peuple qui ont voté. Alors, nous devons avoir cela à l'esprit. Le principe ici, c'est que aucune constitution n'est idéale. Aucune constitution n'est à exporter. Chaque État doit avoir une constitution qui lui convient. Et cela suppose qu'on ait fait des études préalables pour savoir quel est le contexte. Et alors, en ce moment, on vote, par exemple, une réforme
qui constitue celle que nous connaissons, à savoir la création d'un poste de vice-président. Alors pourquoi maintenant? Nous sommes en 2026. Cette constitution avait déjà été révisée en 2008 Oui, avec le prolongement du mandat du président de la République. c'est vrai, mais certains problèmes ne se posaient pas à l'époque. Parce qu'en réalité, chaque constitution répond à des problèmes précis. Mais pourquoi a-t-on l'habitude de dire que la Constitution, c'est comme écrit sur le marbre? Qui a dit ça? Bon, voilà, je retire ce que j'ai avancé. Voilà. Yeah, Professor Njoya, when you look at this situation, maybe you give us a bit of perspective on it. Just as we were saying, we had this position lastly in 1972, and it was a joint ticket. And right now, it's true the circumstances are different. It was a federation now, and today is just within our republic, a unitary state. What are your views? Ce que je dois dire, c'est que dans l'exposé de motifs de la présentation de ce projet de loi à l'Assemblée nationale, le ministre d'État, ministre de la Justice, a utilisé le vocable de tandem. C'est une image coquette, ça c'est évident, une métaphore bienveillante pour décrire la réalité qui est la nôtre. En fait, un tandem, c'est quoi? C'est une bicyclette. C'est une bicyclette à deux personnes, l'une assise devant, l'autre derrière. Ils pédalent ensemble. Mais il y a quelqu'un qui tient le guidon. Donc, c'est celui-là qui donne la direction. Donc, vous comprenez que cette métaphore, n'est-ce pas, décrit parfaitement le choix qui a été celui du constituant. Bien évidemment, c'est un poste qui a existé dans la Constitution de 61. Mais nous étions dans un État fédéral. Ça, c'est évident, un peu comme aux États-Unis ou au Nigeria. N'est-ce pas? Il y avait des exigences de resserrement des liens entre deux communautés, n'est-ce pas, qui exigeaient, par exemple, un ticket unique, n'est-ce pas, qui associait au président de la République le vice-président, n'est-ce pas, qui devait être élu par le peuple directement. Mais chemin faisant, comme disait le professeur Ondoa, c'est que les choses ont changé. Et le rôle d'une constitution, c'est l'adaptation permanente à ces constantes mutations. Nous sommes dans un État unitaire décentralisé. Cela veut dire que les liens de rapprochement se sont véritablement resserrés et que le poste de vice-président pouvait épouser un contour tout à fait différent selon l'option qu'on a choisie, où ces derniers devraient être nommés par le président de la République et ces attributions devraient s'exercer dans le cadre d'une délégation express du président de la République. Bien sûr, cela résout un certain nombre de problèmes. Lequel, par exemple? Il y a il y a eu des suspicions sur une opération insidieuse, n'est-ce pas, de gré à gré pour la transmission du pouvoir au Cameroun. Vraiment, prendre la chose comme telle, pour moi, c'est créditer la fonction du vice-président de la République d'une décote, alors que c'est une fonction éminemment importante, une fonction charnière, une fonction de suppléance, une fonction de succession qui existe actuellement dans plusieurs pays. Aux États-Unis, comme l'a cité tout à l'heure le professeur Ondoa, il y a un vice-président, bien sûr élu dans le même ticket que le président de la République, et de surcroît, il est automatiquement président du Sénat. Vous voyez que cette configuration n'est pas la nôtre, puisque le poste du président du Sénat demeure à une personnalité différente, et le président du Sénat entre en scène dans l'hypothèse où le poste du vice-président n'est pas pourvu. Parce que l'intérim est exercé par le président du Sénat dans l'hypothèse où le poste de vice-président n'est pas encore pourvu ou ne l'est pas du tout.
Donc, vous comprenez que les usages sont différents en fonction de l'environnement national de chaque pays. Alors, venons-en à nos réalités locales. Professeur Magloire Ndoa, quelle pourrait être, dans ce contexte qui est clairement défini, quelle pourrait être la répartition des tâches entre le président de la République et le vice-président d'une part, entre le vice-président et le Premier ministre, et même le secrétaire général de la présidence de la République d'autre part? Comment pourrait-on aménager la répartition des tâches? Mais elle est définie. Parce qu'il faut prendre en compte l'article 5 alinéa 3 qui dit que le vice-président assiste. Le président est assisté. Mais juridiquement, tout est réglé dès lors qu'il est assistant. Dès lors qu'il est assistant, il n'y a même plus à discuter. Que ce soit de son origine, que ce soit de ses pouvoirs. À partir du moment où c'est écrit dans la Constitution que le président de la République est assisté par un vice-président, tous les problèmes sont réglés. Tous les problèmes. Je suis sûr que vous avez votre assistante. Je n'ai même pas de poste de responsabilité. Oui, et vous avez déjà l'assistante. En dehors de ma famille. Voilà. Alors, et vous avez donc l'assistante. Et à partir de là, vous devez savoir que l'assistant n'est pas une autorité qui va faire concurrence à son patron. C'est d'abord un assistant. Il faut bien qu'on précise ça. Et ce qui est terrible, c'est que on ne tient pas compte du mot assistant. Juridiquement, le mot assistant signifie qu'il travaille avec le chef de l'État. À la limite même, c'est le chef de l'État qui définit ses compétences. C'est le chef de l'État qui définit même son sort. En réalité, au plan juridique, tout ce qu'on raconte là est tout simplement une méconnaissance du droit. Il faut bien qu'on soit clair là-dessus. Je dis bien assister. Alors, on a aussi parlé de fonctions de représentation, de fonctions d'intérim, voire de succession. Oui. Ça va bien plus qu'au-delà de l'assistance ou de l'assistanat. C'est vous qui avez défini votre assistant. Mais la réalité, c'est qu'un assistant a des pouvoirs qui lui sont conférés par son patron et exclusivement par son patron. Et cela est très important. C'est vrai que lui, il intervient lorsque le patron, par exemple, n'est pas là. Il le remplace. Et c'est le travail de l'assistant, comme d'habitude. Alors, comment pouvons-nous utiliser le mot assistant et en même temps nous poser des questions sur ça? Well, Professor Njoya, that is actually the crux of the matter. This is someone, let's call him the assistant, but who everyone is saying the boss can fire and hire. He can dismiss him just as he can take one. Now, what sort of assistance is this? Can you put it into context? The assistant, the vice president, who hasn't got any specific functions, who is given what he has to do by the president? Oui, en fait,
Je crois que la Constitution a fixé définitivement ce rapport. Parce que quand on revient à l'article 10, il est dit que le président de la République fixe les attributions du vice-président comme celles du Premier ministre et des membres du gouvernement. Ça, c'est clair, il n'y a pas de débat autour de cette question. Je ne sais pas d'où vient cette spéculation sur le poste de vice-président comme si c'était une exception camerounaise. Ce dont on discute, c'est le même débat. Au Gabon, c'est pratiquement le même débat. C'est le même débat en Côte d'Ivoire. C'est le même débat en Argentine, puisque l'Argentine adopte le poste de vice-président. Ce qu'on doit savoir, c'est que le président de la République a une hauteur de vue qui lui permet de décider de qui peut être vice-président véritablement et qui peut mieux assumer les responsabilités, n'est-ce pas, qu'il va lui conférer pour un fonctionnement plus efficace, comme on l'a dit, de l'État. Donc, je crois qu'on doit cesser de spéculer sur le vice-président comme si celui-ci était un concurrent du président de la République. Je vous ai dit, c'est un tandem. Ce n'est pas une structure bicéphale. Le bicéphalisme est latéral, alors que le tandem ne l'est pas. C'est-à-dire, il y a celui qui conduit et celui qui est derrière. Donc, vous comprenez que aborder dans le sens d'un tandem, il va de soi que le président de la République est le mieux indiqué, évidemment, pour définir les fonctions de ce vice-président, de le nommer, et je dois dire le démettre. Ça c'est clair dans la Constitution. But what they are saying mostly is that this vice president doesn't fulfill democratic principles. In other words, he has not been voted by the Cameroonian people, and one day he can become the head of state when he was not voted. You fully understand that? Le problème, c'est que... It's not legitimate. Non. Il y a plusieurs types de légitimité. Nous l'avons appris à l'école. Il y a la légitimité légale rationnelle, la légitimité traditionnelle, la légitimité charismatique. Le vice-président aura une légalité légale rationnelle, puisque sa fonction dérive d'un texte juridique. Donc, c'est une légitimité en tout état de cause. Okay. Et puis, la question de légitimité s'apprécie parfois en cercle concentrique. Quand vous êtes élu maire ou bien conseiller municipal, c'est pour votre petite localité. Lorsque vous êtes élu député, c'est dans une circonscription bien définie, membre du conseil régional, mais la particularité de la fonction présidentielle, c'est qu'elle jouit d'une complétude de légitimité, puisqu'il est élu au niveau national par tout le peuple camerounais. Donc, c'est une légitimité complète par rapport aux autres formes de légitimité. J'imagine comment est-ce que le président de la République devrait pouvoir partager cette légitimité avec un vice-président de la République. Je crois que c'est le vice-président de la République qui doit accompagner le président de la République dans la complétude de cette légitimité dont je parle. Professeur Magloire Ndouam, quelle forme pourrait prendre le document de définition des attributions du vice-président de la République? Dans tout ça, tous les documents éventuels, parce qu'en réalité, ce n'est plus nécessaire, mais tous les documents doivent être conformes à la Constitution. Parce qu'on parle là de la Constitution, c'est-à-dire le texte suprême de tout État. Et le principe a été établi.
la légitimité dont on parlait tout à l'heure, elle est construite par la Constitution, par la réforme constitutionnelle, par la révision constitutionnelle. Alors, on ne doit pas confondre la loi ordinaire et la loi constitutionnelle. Parce que la question que vous posez aurait pu encore être, comment dire ça, aurait pu être considérée si il ne s'agissait pas d'une loi constitutionnelle. Et le fait que ce soit une loi constitutionnelle qui a été votée, non pas selon les méthodes classiques de la loi ordinaire. Parce que là, il faut faire la différence entre la loi ordinaire et la loi constitutionnelle. Nous sommes en train de parler d'une loi constitutionnelle qui a été adoptée par le peuple. Parce qu'il ne faut pas non plus oublier que les députés sont les représentants du peuple. Mais il y a une partie de l'opposition, c'est une parenthèse, une partie de l'opposition qui se plaint d'avoir pas été consultée, même une partie de la société civile. Mais une partie de la société civile, peut-être pas. La situation actuelle, c'est que il y a eu un congrès. Ce n'était pas le Parlement. C'était un congrès, un mélange des deux structures parlementaires. Et c'est ça qui est prévu pour la loi constitutionnelle. Et dès lors qu'on parle de la loi constitutionnelle, il y a des choses qui n'existent plus. Il y a des questions qui ne doivent même plus être posées. Est-ce que, par exemple, on peut faire un coup d'État avec une loi constitutionnelle? Alors que c'est la Constitution qui est en avant. La Constitution, la loi constitutionnelle seule apprend à fonctionner dans le cadre de ce qu'on appelle la révision constitutionnelle. Donc, il n'y a de révision constitutionnelle qu'avec des lois constitutionnelles. Je voudrais être un peu plus explicite, professeur. Ouais. La Constitution définit, par exemple, les attributions du Premier ministre chef du gouvernement. Oui. Le président de la République peut procéder par délégation express. Alors, je voudrais savoir, vis-à-vis du vice-président, comment les choses pourraient-elles se passer? Je vous rappelle qu'il est assistant. Il ne faut pas oublier ça. Le mot assistant a une signification juridique bien précise. Il est assistant. Ça veut dire que ses pouvoirs, éventuellement, ne dépendent que du président de la République. C'est lui seul qui peut dire, Monsieur le vice-président, faites-moi ceci, faites-moi cela. Les délégations de pouvoir ou de signature, c'est lui qui doit les donner. En réalité, c'est clair comme ça. Maintenant, c'est vrai, des questions vont être posées sur le fait que si le président décède ou n'est plus là, il doit continuer. Mais c'est un assistant. Okay. Now, Professor Njoya, look at what my colleague was saying earlier on, and Professor Ndoa, about
this situation we have in hand. Was that the case, the classic case for a referendum that we would have had one, to come up with this issue of vice president? Tel que le texte a été adopté par le constituant et tel qu'il a été présenté comme projet de loi, il a été adopté, n'est-ce pas? Et le statut du vice-président est un statut d'assistant. Donc, si on revient dans l'esprit de l'exposé de motifs, on revient généralement dans l'esprit de la loi, mais cette fois-ci, je crois qu'on peut remonter plus loin dans l'esprit de l'exposé de motifs. Le président de la République voulait ce type de vice-président. Alors, ceux qui réclament le référendum ignorent que dans la procédure, il y a deux alternatives. Il y a une alternative parlementaire par laquelle on peut passer pour réviser une constitution. Parce que le Parlement réuni en congrès, évidemment, est un pouvoir constituant. Tout comme l'est originellement, n'est-ce pas, le peuple tout entier qui se prononcerait sur... Mais c'est à partir du moment où, n'est-ce pas, le format du poste de président de la République, imaginé dans l'exposé du motif, c'était celui d'un assistant. Il était inutile, évidemment, j'allais dire surabondant, superfétatoire, de faire appel au peuple directement. Et n'ignorons pas que, toujours dans le même exposé des motifs, il a été fait mention de ce que coûtent les élections dans ce pays en termes de pensions, n'est-ce pas, et de charges financières sur notre budget. Ce que je dois dire, c'est que, insidieusement, il y avait un consensus silencieux sur la création de ce poste de vice-président. Mais, disons, la polémique s'est enflammée parce que les gens avaient une fixation mélancolique sur le format de 1961. Comme si le Cameroun n'avait pas évolué de la forme unitaire vers la forme, n'est-ce pas, de la forme fédérale vers la forme unitaire décentralisée. Donc, il faut lire l'exposé des motifs. Qu'est-ce qu'on a voulu faire lorsque on présentait ce projet de loi? Il s'agissait évidemment de mettre en place un assistant du président qui devrait pouvoir assurer, n'est-ce pas, la suppléance ou la succession, n'est-ce pas, en cas de vacances ou bien d'empêchement définitif du président de la République. Donc, c'est l'explication que je peux donner à ce sujet. Mesdames, Messieurs, vous êtes sur PRC-TV, nommé pour prétendre la succession à la tête de l'État, le cas échéant. Dans la seconde articulation de ce plateau spécial, nous allons essayer, autant que faire se peut, de tirer toutes les conséquences de l'avènement d'un vice-président de la République au Cameroun. Nous prenons donc rendez-vous dans quelques instants. An de grâce 2026, jeudi saint, vendredi saint, samedi saint, les 3 jours du Triduum pascal qui ont fait changer le cours constitutionnel au Cameroun, le récit d'Abdul Kadir Goura. 18 contre et 2 abstentions. Le projet de loi portant révision de certaines dispositions de la Constitution a rencontré une adhésion massive des membres du 6e congrès du Parlement camerounais. Dans l'ensemble, l'initiative du chef de l'État a été accueillie favorablement. Le président a promis d'entrer dans des réformes importantes. Je me réjouis que nous y sommes déjà. Chose promise, chose due et chose faite. La montation d'institutions commence normalement par la révision constitutionnelle et nous pensons que certaines dispositions qui intéressent les Camerounais. Cette évolution institutionnelle est qualifiée d'historique, tant elle redessine les contours de l'exécutif. C'est en tout cas l'avis partagé par la majorité des 30 membres
15 députés et autant de sénateurs qui composent la commission spéciale ayant examiné le texte. Il a donc estimé que le moment était venu pour que ce projet soit examiné au fond. Et il était nécessaire qu'il passe par l'Assemblée pour que la loi fondamentale puisse être modifiée en ses articles 5, 6, 7, 10, 56 et 66. Nous sommes d'autant plus ravis de voir qu'il y a dans cette démarche du président Paul Biya un attachement viscéral aux idéaux fondateurs de notre nation. Fruit d'un travail de fond engagé en conférence des présidents, puis examiné en commission spéciale, le projet a donné lieu à des vifs débats en séance plénière. 15 prises de parole, 8 formations politiques représentées, majorité et opposition ont confronté leur vision autour de la construction du Cameroun d'aujourd'hui et de demain. Les mécanismes constitutionnels ont été actés et qu'aujourd'hui, nous considérons que nous avons un poste de vice-président qui existe dans l'architecture institutionnelle. Et je suis ravi parce que la parole présidentielle est respectée. Aujourd'hui, le vent, une fraîcheur est en train d'arriver au Cameroun avec les changements qui s'annoncent d'ici quelques jours. Si le mode de désignation du futur président continue de susciter des interrogations, la nécessité de moderniser les institutions fait, elle, largement consensus. Le poste de vice-président a été rendu nécessaire pour suppléer le président lorsqu'il n'est pas là, lorsqu'il ne peut pas être partout à la fois. Et puis il doit pouvoir l'envoyer, il doit pouvoir le représenter à l'État, à l'extérieur, pour signer au nom et pour le compte de l'État. Ce que ne pouvait pas faire dans l'ancien texte le président du Sénat qui supplée en cas de vacances. Le changement de la Constitution, c'est pour adapter une république à la modernité. C'est pour permettre que les textes de base puissent être adaptés à l'évolution de la société. Au total, 220 parlementaires, députés et sénateurs confondus, en préparent au vote. Le texte est désormais adopté. Le projet de loi est à présent attendu sur la table du président de la République. Professeur, chers invités, je voudrais recueillir votre appréciation sur le score qui a sanctionné le vote des parlementaires à l'issue duquel la révision constitutionnelle proposée a été adoptée. On parle de 200 voix pour, 18 voix contre et 2 abstentions. Professeur Ondoa. Ben c'est énorme. En réalité, on n'a même plus le droit de parler lorsque on est devant des résultats de ce genre. 205 contre 18. Honnêtement, est-ce que ça demande encore des commentaires? Normalement, même ceux qui ne sont pas d'accord, ils doivent se taire. C'est la règle démocratique. Oui. Parce que la démocratie ne signifie pas que l'on parle partout, à tout moment, qu'on ment. La démocratie, ce n'est pas ça. La démocratie suppose de l'honnêteté. D'abord, pour un échange d'arguments. Et la démocratie suppose aussi l'humilité. Lorsque vous avez perdu un combat, vous vous taisez. Voilà la démocratie. Vous savez que le droit constitutionnel, c'est le droit de la politique. Et lorsqu'on est dans une telle situation, normalement, ceux qui ne sont pas d'accord avec un tel score doivent simplement se taire parce que la démocratie, c'est aussi c'est aussi le peuple. C'est même la loi du peuple. Et le peuple, ce n'est pas un individu. Le peuple, c'est la majorité.
Tout à fait. Okay, yes, Alors, indeed. nommé pour prétendre à la succession à la tête de l'État, le cas échéant. Le vice-président, explique-t-on, vient simplifier les mécanismes de succession par rapport aux dispositions antérieures. Soit. Alors, en quoi le nouveau dispositif successoral garantit-il plus que le précédent la stabilité des institutions et le maintien de la paix sociale? Oui, vous savez que dans les dispositions intérieures, le président par intérim, qui était le président du Sénat, ne terminait pas le mandat du président de la République. Il était appelé à assurer l'organisation des élections 20 jours, au moins 120 jours à partir de la déclaration, de la constatation de la vacance. Donc, je simplifie parce que immédiatement, elle ne pousse pas à une élection. Elle ne pousse pas à une élection qui pourrait peut-être réveiller certaines dissensions, n'est-ce pas, qui peuvent s'éteindre dans un contexte de continuité, puisque le vice-président est appelé à terminer son mandat, son séjour comme président ne doit pas excéder le mandat présidentiel. Donc, dans cette perspective, cette réforme me semble pertinente dans la mesure où elle fait l'économie, n'est-ce pas, d'un suffrage qui pouvait arriver, n'est-ce pas, susciter un certain nombre de tensions et surtout gréver considérablement sur le budget de l'État. Il y a un vice-président désormais qui termine le mandat présidentiel. Il y a le président du Sénat, je l'ai dit tout à l'heure, qui pourrait être président par intérim dans l'hypothèse où le poste de vice-président n'est pas pourvu. Donc il y a une articulation tout à fait logique qui ne laisse pas de vide, qui assure une continuité sereine, n'est-ce pas, des institutions de l'État. Yes, I want to take you a little bit on what Professor Ondo has said. This bill, if you had 205, it means there are 152 CPDM MPs. Yeah. So it means he was so popular, the opposition parties joined. If there are 28 opposition parties and 152, then we have 205. It means it was a very popular bill that the opposition supported as well. What explains that popularity of the bill? Je vous ai dit tout à l'heure que silencieusement même, la question du poste de vice-président, n'est-ce pas, faisait quelque peu consensus malgré, n'est-ce pas, quelques voix dissonantes. Ça, c'est évident. Et là, naturellement, du côté de l'opposition ou du côté du pouvoir, on ne pouvait plus débattre véritablement sur le poste du président de la République. Sinon, n'est-ce pas, revenir comme certains nostalgiques sur le format de 1961. Le professeur Londois disait tout à l'heure qu'il n'y a plus débat parce qu'il y a eu 205 voix. Je peux dire surabondamment qu'il y a eu deux abstentions, je crois. Je crois qu'il y a eu 2 abstentions. Et comment interpréter cette abstention? Je peux l'interpréter comme un silence-acceptation, hein, qui grossirait le nombre de ceux qui ont voté pour cette loi. De toute évidence, la majorité n'exclut pas la minorité. Ça, c'est évident. C'est la fameuse question qui avait été posée à Rousseau, qui considérait la démocratie comme la loi de la majorité. On lui a posé la question de savoir quelle est donc la place de la minorité. Rousseau lui-même a dit que la minorité s'est trompée, donc elle doit s'aligner sur les positions de la majorité. Je crois qu'il faut considérer la minorité dans son essence et dans, disons, le débat démocratique
et dans la force des propositions qui peut être la sienne. Et c'est pour cette raison, évidemment, que la question des minorités a été posée et un temps à la mode, on a révisé cette même constitution, n'est-ce pas, pour constitutionnaliser la question des minorités et des autochtones chez nous. Donc, ce n'est pas un rejet des voix minoritaires, puisque en tout état de cause, il est évident que dans les recompositions qui vont s'en suivre, le président de la République a certainement pris acte de ce que, n'est-ce pas, la loi de la majorité prise au premier degré, ne peut pas résoudre le problème d'un pays comme le nôtre, qui est traversé par les multiples clivages. Donc, il va s'arranger évidemment à ce que les décisions subséquentes aient un profond ancrage sur le socle socio-anthropologique de notre pays. Yeah, Jean Tangna, I just want to say that if you leave Professor Njoya to talk about minority issues, we'll spend the whole day here because he has been writing so much about minority issues. Tout à fait. Alors, je pose la question à qui veut prendre la parole. D'autres textes non moins importants ont été impactés par la révision de la Constitution de la République, textes relatifs au Conseil constitutionnel, par exemple, textes relatifs aux conseillers municipaux. Oui. Que faut-il en retenir pour l'essentiel? Professeur Ondoa. C'est pour faire travailler l'assistant. C'est tout. Il faut qu'il ait des moyens et des voies pour travailler. C'est tout. Parce que il ne faut pas exagérer dans l'analyse de cette vice-présidence. Je vous dis que au plan juridique, la vice-présidence, c'est des assistants. Assistants que tout le monde a. Mais des assistants avec des pouvoirs qui dépendent de ceux du président de la République. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. L'assistant de M. X ne peut pas avoir autant de pouvoir que l'assistant du chef de l'État. Donc, quand on prend tous ces textes-là, en réalité, c'est pour permettre au vice-président de travailler. Parce que vous avez d'ailleurs vu, dans tous les textes qui ont été modifiés, on introduit le vice-président à certains moments. C'est tout. Et c'est normal. Mais il y a un texte qui permet au président de la République de proroger, disons-le, jusqu'à l'infini, le mandat des conseillers municipaux. Mais il faut savoir que lorsque l'on parle des conseillers municipaux, en réalité, on est dans le domaine du chef de l'État. C'est lui qui décide, parce que c'est à lui que le peuple a fait confiance. Et tant que la confiance du peuple est là, Monsieur le Président de la République a des domaines où il intervient. Bon, nous sommes tout à Non, allez-y d'abord. Alors, je voudrais, dans le prolongement des questions à poser pour tirer les conséquences de l'avènement du poste de vice-président. Je voudrais, dans cette nouvelle contexture, que devienne, par exemple, le Premier ministre, chef du gouvernement, que devient le secrétaire général de la présidence de la République, parfois désigné comme le vice-dieu de la République. Vous avez la parole. Il n'y a pas de problème. Je vous rappelle que le vice-président est l'assistant du chef de l'État.
et que le Premier ministre est le chef du gouvernement. C'est différent. Il n'y a même pas de débat à émettre là-dessus. Toutes les compétences du Premier ministre sont intactes. Maintenant, toutes les compétences du chef de l'État peuvent éventuellement avoir en plus la vice-présidence. C'est tout. Et en plus, il faut insister là-dessus, parce que le texte ne dit pas ou ne conjugue pas au présent de l'indicatif. Le texte pose une possibilité. Peut. Et ça, là, c'est très important en droit. Parce que quand on dit peut, ça veut dire qu'il ne peut pas. Il y a des possibilités qu'il ne veuille pas. Il ne peut pas. Il peut. Les deux vont ensemble. Lorsqu'on dit il peut, ça veut dire que il peut ne pas. Parce que le français en droit là, il a ses significations. Alors, si c'est si relatif, ouais. Pourquoi penser que l'avènement d'un poste de vice-président peut rendre plus efficient le fonctionnement des institutions? Si c'est si relatif, il peut, il ne peut pas, il peut ne pas. Mais c'est ça, justement, le problème. Parce que pour moi, ce débat n'existe pas, celui du vice-président. Il n'existe pas. Quand on est de bonne foi, quand on est honnête et quand on est humble, il n'existe pas. Parce que dans le cas d'espèce, le président peut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire parfois, il ne peut pas. Donc, on n'est même pas sûr, à travers ce qui est écrit, qu'il va nommer quelqu'un là. Et vous savez qu'il est très subtil. Hein? Par exemple, tel qu'il avait parlé des prochains jours. Hein? Yeah. Et ça là, beaucoup, comme ils ne comprennent pas le français, prochain jour signifie à tout moment. Mais beaucoup de gens ne le comprennent pas et ils se sont mis à parler, comme si prochain jour, c'était demain ou après-demain. Yes, Professor Nchoya, can you break this down, these legal jargons for us, for the ordinary person there to understand that the president may appoint, just as he may not? Then why all these movement, trying to approve a bill and then we're expecting the president to promulgate it when he may not appoint the vice president? En fait, si on introduit des suppositions et des conditionnalités, évidemment, c'est parce que le pouvoir exécutif est principalement, n'est-ce pas, un domaine tenu pour l'essentiel par le président de la République. Donc, votre question, depuis le début de ce débat, est une question qui ne devrait plus se poser dès lors que le sens même, la signification de la fonction du président de la République est claire, du vice-président de la République est claire. C'est-à-dire que c'est un assistant. Un assistant est un collaborateur dont la fonction est précaire et irrévocable. Laissez-moi lâcher le mot. But he's always there. The assistant is always there. Yes, he's always there. Il est là. Il est là. Mais il est projeté à l'avenir, en tout état de cause, puisqu'il remplacerait le président de la République en cas de vacances, comme on l'a dit. Et quand on parlait même des délégations express de pouvoir,
cette délégation n'est pas exclusive d'autres délégations que le président de la République peut concéder au Premier ministre, à certains membres du gouvernement. Elle n'est pas exclusive d'autres délégations. Donc vous comprenez que le poste du vice-président sera bien évidemment ballotté, n'est-ce pas, dans ses supputations, ses suspicions permanentes, alors que le texte constitutionnel est bien clair sur son statut. Le président de la République peut être assisté d'un vice-président. J'avais exprimé autour de cette table une préoccupation de l'opinion, une modification qui permet au chef de l'État de proroger en tant que de besoin, d'autres disent jusqu'à l'infini, le mandat des conseillers municipaux. On n'arrive pas à comprendre ce principe-là dans un système qui se veut démocratique. Je ne sais pas si ça c'est la rédaction juridique a été très exactement ce que vous dites. C'est pour cela que nous cherchons à comprendre. Vous avez dit à l'infini. En mettant les crochets. Non, il n'y a pas d'infini. Il n'y a pas d'infini en droit, puisque le droit est là pour encadrer des situations juridiques toujours en constante mutation. Donc, il peut arriver, bien évidemment, qu'une autre conjoncture impose une révision de la Constitution dans un sens contraire. Vous avez vu, la vie politique, c'est comme ça. Parfois, c'est des nettes avancées, mais aussi des nettes reculades. Alors, dans quel système politique sommes-nous au Cameroun? Je crois, c'est mon opinion, c'est un système présidentiel qui est fortement parlementarisé. Je n'ai pas le mot juste, c'est pourquoi j'utilise l'oxymore pour le qualifier. C'est un système hybride alors, professeur. Vous voulez parler de régime? De régime. De régime. Voilà. Merci de me corriger. Voilà. Je ne suis qu'un petit journaliste. J'apprends tous les jours auprès de vous. Donc, alors, en réalité, c'est un régime parlementaire. Voilà. C'est un régime parlementaire. D'abord parce qu'il y a un premier ministre chef du gouvernement. Et ça, c'est un critère extrêmement important. Maintenant, est-ce que dans le régime parlementaire, un président de la République n'existe pas? Non. Dans un régime parlementaire, le président de la République est là, mais il est comme le patron du Premier ministre qui, lui, est le patron de tout le gouvernement. Voilà la réalité. Mais d'autres disent aussi que la réalité au Cameroun et dans d'autres pays similaires, c'est que le Premier ministre n'est que le premier des ministres. Ça, c'est ce qui est dit. Vous savez, au Cameroun, on dit tout. Mais la réalité, en réalité, à travers les textes, au moins les textes, si on viole les textes, bon, ça c'est autre chose. Mais à travers les textes, le Premier ministre est la deuxième autorité en termes de pouvoir dans le pays. Et ça, c'est très important. Il n'a que le chef de l'État au-dessus de lui. Et parce que quand la question a été posée là, tout à l'heure, est-ce que, avec le vice-premier ministre, le vice-président, pardon, mais le vice-président est limité tant qu'il n'a pas pris tant qu'on ne lui a pas cédé le pouvoir, il est exactement un assistant
à savoir qu'il n'agit que sur autorisation du chef de l'État. Ça, il faut le garder et c'est très important. Donc, à partir du moment où il agit sur autorisation du chef de l'État, sa présence ne gêne en rien celle du Premier ministre. Ne gêne en rien. Puisque le Premier ministre lui-même, il peut avoir un vice-premier ministre. Ça a existé il n'y a pas longtemps. Voilà. Alors, un autre fait majeur sur lequel je voudrais que l'on s'arrête aussi, ce fait-là aura marqué la session de mars 2026 qui vient de s'achever. Les changements et rajeunissements enregistrés à la présidence des 2 chambres parlementaires. Quel message faut-il en tirer? Professeur Njoya. Oui, c'est la logique d'un système politique dynamique, n'est-ce pas, que d'enregistrer, n'est-ce pas, un rajeunissement de son personnel politique. Vous savez, autour de ces 2 fonctions, il y a eu beaucoup de spéculations. Évidemment, en termes de spéculation, vous le savez, les Camerounais sont doués de fécondes intuitions, notamment l'âge d'une catégorie particulière des commis de l'État qu'on indexe, n'est-ce pas, pour traduire leur essoufflement, par exemple, ou bien leur incapacité physique ou politique à conduire une institution. Moi, je crois que c'est un tel changement me semble le bienvenu parce qu'elle assure la verdeur du système politique lorsqu'on sait que l'ancien président de l'hémicycle avait déjà totalisé, n'est-ce pas, plusieurs décennies à la tête de cette institution. Je crois que plus de 30 ans. Plus de 30 ans, un rajeunissement du personnel politique là n'aurait pas été tout à fait surprenant. Évidemment, vous avez vu qu'il y a, n'est-ce pas, une nouvelle disposition des pions sur l'échiquier politique, par une sorte d'inversion des positions stratégiques, n'est-ce pas, qui a une signification politique dans notre contexte. Bien entendu, on ne peut pas aller loin dans le raisonnement dans la mesure où certains postes importants de l'État ne sont pas encore occupés pour qu'on ait une idée bien précise de la configuration exacte de ce que pourrait être ce renouvellement du personnel politique. Professeur Ondo, est-ce que ces changements enregistrés au niveau de la présidence des 2 chambres parlementaires n'est pas un indicateur des changements à venir en termes le président lui-même l'a dit, de rajeunissement et de verdissement des institutions, pour emprunter au professeur Njoya? Il faut d'abord qu'on se comprenne. Nous sommes africains. Et en Afrique, c'est l'âge qui fait la sagesse. Je ne sais pas si c'est clair dans ce que je dis. Parce qu'il y a des raisonnements occidentaux qui sont portés en Afrique. Et ça, là, il faut savoir que il y a des Camerounais qui sont intelligents parce qu'ils ont un certain âge. Dans nos villages, par exemple, ils sont intelligents, ils sont sages. Et dans notre pays, nous sommes dans un pays africain.
Et en Afrique, les problèmes d'âge ne se posent normalement pas. Tout simplement parce que l'âge n'est pas synonyme de... Prêtez-moi le mot. Par le passé, on a dit que la jeunesse n'est pas un critère d'excellence. C'est un débat qui a eu lieu dans le temps entre un certain François Sengako et le professeur Georges Ngango. Voilà. Il y a longtemps. Et en plus même, il faut savoir ce qu'on appelle jeune. Que signifie jeune? C'est quel âge? Tout le monde parle de cela. Il y a même un adage qui dit qu'on est jeune de 7 à 77 ans. Et un leader au Cameroun avait dit que c'est un état d'esprit, hein? Voilà. La jeunesse. Tout à fait. Donc, il vaut mieux avoir déjà cette idée en tête et à partir du moment où elle est là, nous allons maintenant apprécier autrement la situation des deux responsables qui ont été changés. Est-ce que c'était pour des problèmes de santé? Est-ce que c'était pour des problèmes de vieillesse? Ça là, personne ne peut le dire. Il n'y a que le chef de l'État qui connaît les raisons pour lesquelles il les a fait partir. Je veux détendre un peu l'atmosphère autour de ce plateau spécial en vous soumettant un petit jeu de pronostics. Qui voyez-vous, éminence, à ce poste de vice-président de la République parmi les possibles nominés? Un homme ou un jeune ou une femme parmi les catégories qui ont les préférences du septennat en cours? Septennat, grandeur et espérance. Qui voyez-vous à ce poste de vice-président? Is it an anglophone? Voilà, oui, je crois que M. Jean Tangana, les supputations sur celui qui viendra n'est pas de notre temps. N'est-ce pas? C'est un temps, lorsque vous aviez prononcé le nom du successeur, immédiatement, ça a tourné court. Il me semble que on devrait pouvoir laisser cette lourde responsabilité au chef de l'État lui-même. Et M. Motale, tout à l'heure, me parle d'un anglophone, d'un francophone, ce qui traduit d'ailleurs cette nostalgie de la Constitution de 1961. Et vous savez que, évidemment, dans l'attente de certains Camerounais, il faut absolument que nous revenions à ce format de 61. Et s'il arrivait par extraordinaire que ce soit ça, le président aura réglé une partie de problèmes auxquels s'accrochaient les Camerounais. Et s'il arrivait que cela n'arrive pas, évidemment, il a la sagesse de procéder, n'est-ce pas, à des arrangements institutionnels, à des dosages institutionnels dans les hautes sphères de l'État, n'est-ce pas, pour résoudre ce genre de problème. Donc, je crois, nous ne sommes pas encore dans le régime des Antonins, n'est-ce pas, le régime des Antonins, où lorsqu'on a prononcé le nom de successeur, vraiment, ça a tourné véritablement court. Voilà, je crois que raisonnablement, on devrait laisser cette latitude au grand architecte de cette révision constitutionnelle qui est le président de la République qui a proposé, n'est-ce pas, qui a soumis au Parlement cette proposition de loi et le Parlement qui a souverainement décidé en tant que constituant. Professeur Ondoa, je voudrais enrichir la question. En dehors de qui voyez-vous à ce poste, je voudrais ajouter dans quel délai devrait-on le nommer? Je voudrais insister sur le fait que c'est un pouvoir discrétionnaire. Et le pouvoir discrétionnaire n'est pas seulement un pouvoir de désignation. C'est aussi
un pouvoir de détermination de moment. Parce que lorsqu'on est dans un pouvoir discrétionnaire, première chose, lorsqu'on détient un pouvoir discrétionnaire, première chose, on choisit le moment. Deuxième chose, on choisit la personne. Alors, tel que c'est là, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise ici? On ne peut même pas vous dire quelque chose, tout simplement parce que ça dépend du pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. Je crois que cette conclusion a valeur de mot de fin. Ebenezer Mutale. Yes, indeed. Thank you very much. And once again, our apologies that we didn't have an English-speaking panelist here to give you perspectives on all what we've been saying. But I can assure you that we'll fix it next time. And that brings us to the end of the program, this special program. And we just want to use this opportunity to thank our colleagues behind the cameras and these two gentlemen, these two professors, for coming. Jean. Ebenezer Mutale, beaucoup de discussions et même d'indiscussions dans le débat en cours au Cameroun sur l'avènement d'un poste de vice-président. C'est dire que l'instant est grave, le moment est décisif, le tournant, apprécie-t-on, est historique. Autant de déclamations entendues depuis l'officialisation de la réforme constitutionnelle qui nourrit l'actualité au Cameroun. C'est dire l'importance et la portée de l'acte constitutionnel de référence déjà adopté au niveau du Parlement. L'État du Cameroun recherche d'ores et déjà un vice-président pour rendre plus fonctionnelles les institutions de la République de manière à faire face avec plus d'efficacité et d'efficience aux contraintes de notre temps et de notre environnement. Rendons-nous donc dignes des aspirations de grandeur que projettent les espérances futures. Madame, Monsieur, illustres téléspectateurs, merci de votre bienveillance. À très bientôt.